José Legault, Paul Journet, Christian Dufour, bonsoir. 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 Nous sommes à la veille de la présentation du budget de Montréal. On a parlé au début de l'émission, augmentation probable de 4,5, minimalement 4,5 %. On comprend mieux, donc, que Dominique Olivier aurait eu de la difficulté à vendre, entre guillemets, ce budget. Reste à voir qu'arrivera-t-il avec Isabelle Beaulieu. Tour de table rapide. José, hier, Mme Olivier, c'était la décision à prendre, croyez-vous, et la suite des choses, comment vous voyez ça? C'était la décision à prendre il y a plusieurs jours et c'est le premier problème. Je pense que Mme Olivier a nié l'existence d'un certain nombre de problèmes pendant plusieurs jours, malgré l'émission JE qui est parue 10 jours avant sa démission, hein, les reportages du bureau d'enquête du Journal de Montréal, etc. Et Mme Plante qui s'est entêtée jusqu'au jour même de la démission de Mme Olivier de défendre l'intégrité de maintenant son ex-présidente du comité exécutif. Alors, c'est pas très bon, je pense, pour Mme Plante pour la suite des choses. Paul Journet, donc, un budget qui, malgré la démission de Mme Olivier, va être peut-être plus difficile à vendre. C'est Mme Plante qui va demain porter le ballon, là, on nous dit. Oui, bien, pour le vendre, elle va devoir l'expliquer. Puis habituellement, normalement, c'est le travail de Mme Olivier de le faire parce que Mme Plante, bon, c'est pas ses seules fonctions, celle des finances publiques, un peu de la même façon qu'au niveau provincial et fédéral, bien, celui qui présente le budget, c'est le ou la ministre des Finances et non le premier ministre. Et donc, Mme Plante, bon, au moins le budget, il était terminé, mais elle va devoir faire un apprentissage en accéléré de tous les détails parce que les questions ne vont pas porter sur les grands paramètres généraux. Il va y avoir des questions un peu plus pointues et ça va être un apprentissage en accéléré pour elle. Bon, c'est pas son premier budget, mais quand même, d'autant plus qu'elle va devoir défendre des mesures qui ne seront pas forcément populaires. Ce n'est pas un budget qu'elle va présenter avec enthousiasme en disant voici de quelle façon je vais investir pour faire plaisir à un peu tout le monde puis à répondre à toutes les demandes. Bien au contraire, étant donné le contexte difficile des finances publiques municipales. Est-ce que, Christian, à votre avis, elle va devoir aussi, Mme Plante, défendre le fait qu'elle a attendu une semaine? La première semaine, elle laissait Mme Olivier en disant, bon, elle a reconnu sa faute. Moi, je considère qu'elle peut continuer. Est-ce qu'elle va aussi devoir expliquer ça? Christian? Oui, je pense que sa crédibilité est très profondément atteinte. Rappelons que certaines personnes parlaient de l'administration Plante-Olivier. Vous savez, la politique est en grande partie faite de timing et de symboles. Et sur le plan du timing et du symbole, c'est une catastrophe, cet épisode-là, juste avant un budget qui va annoncer de nouvelles hausses de taxes. Hier, une chose qui m'a frappé quand Mme Olivier a démissionné, bon, ça a pris beaucoup de temps, comme l'a dit José, ça allait de soi, mais hier, en tout cas, je l'écoutais, et puis c'était pas de sa faute, hein? Je veux dire, le contexte était devenu intenable, le parler d'insultes misogynes et racistes à son égard. Mais hier, j'ai pas entendu d'admission que c'était en partie de sa faute, un manque de professionnalisme à l'époque où elle était directrice de l'Office de consultation. Et l'autre chose qui va nuire beaucoup à Mme Plante, c'est qu'on a senti de façon vraiment gênante un côté un peu copinage. C'est comme si on a l'impression que c'était son ami ou c'était quelqu'un auquel elle était très, très attachée, qu'elle respectait beaucoup et que c'était à grand regret qu'elle s'en va. Et la façon dont elle a tapé, au contraire, sur la directrice actuelle de l'Office. Donc, tout ça, au fil d'arrivée, est un beau gâchis, surtout que demain, là, ça va être les chiffres qui vont parler, les pourcentages qui vont parler, les comptes de taxes. Donc, sur le plan du symbole, sur le plan du timing, c'est très, très perdant. Et c'est Mme Plante aussi, parce que c'est elle aussi qui est au cœur de ça. C'est pas juste Mme Olivier. Bien, vous parlez de timing et de symbole, José. Je vous laisse conclure rapidement sur ça, mais je veux vous parler de votre sujet préféré, José, le hockey. Mais allez-y. Non, mais c'est ça. Mais c'est que la gestion erratique, vraiment, par Mme Plante, parce que le problème, c'est Valérie Plante. Et le copinage, il avait lieu à l'intérieur même de l'Office de consultation publique de Montréal entre Mme Beaulieu, Mme Olivier et Guy Grenier. Mais en effet, je pense qu'on l'observe depuis 10 jours. Mme Plante a protégé Mme Olivier jusqu'à la dernière seconde et elle continue à la louanger même depuis sa démission, alors qu'elle a jeté littéralement Isabelle Beaulieu et Guy Grenier en dessous d'un autobus. Puis elle l'a fait il y a plusieurs jours. Alors, c'est sûr que l'amitié qu'elle a avec Mme Olivier a joué
Et ça, sur une question éthique, là, c'est-à-dire la dilapidation de fonds publics à des fins de plaisir personnel là, par l'équipe de l'Office de consultation publique, ben, ça ne passera pas dans l'électorat, ça c'est clair. Très bien. Je ne sais pas si ça va passer dans l'électorat ou pas, parce que Christian parlait de timing et de symbole. C'est le montant, si on le compare au budget du Québec puis à ce qu'on donne à d'autres événements sportifs, vous allez me dire, c'est pas tant que ça, mais 7 millions, jusqu'à 7 millions pour faire venir à Québec, pauvre ville, on essaie de trouver un transport. Je parlais à la vice-première ministre tout à l'heure. Donc, 7 millions pour faire venir les Kings, qu'on va donner aux promoteurs, à Québécois, donc pour faire venir les Kings, pour qu'il y ait des parties hors concours. On écoute le ministre, puis quelques réactions. C'est pas un peu cher pour 2 games hors concours? C'est-à-dire qu'on fait déplacer 3 équipes de la Ligue nationale. Il y aura toutes sortes d'activités autour de ça, comme des entraînements. Et comme je vous dis, c'est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on fait comme aide pour d'autres événements sportifs ou culturels. On voit complètement un gouvernement complètement déconnecté de la réalité des Québécoises et des Québécois. On n'arrête pas de parler, de voir beaucoup de reportages sur le coût de la vie, la crise du logement, la crise des services publics, les missions essentielles de l'État que le gouvernement n'arrive pas à livrer. C'est offrir du pain et des jeux aux gens de Québec, mais je pense que personne n'est dupe sur cette dépense-là, qui est véritablement frivole dans un temps où on a de la difficulté à avoir des fonds pour les banques alimentaires, pour se trouver un toit dans une crise de logement. Alors, vous disiez, Christian, symbole et timing. Ça s'applique aussi à ça tellement, en fait. Bon, 5 millions, c'est quasiment rien, entre guillemets. C'est pas le montant en tant que tel. Bon, on sait que la part du sport professionnel au Québec est subventionnée, mais c'est pas ça le point. C'est le même ministre des Finances, Éric Girard, qui m'a convaincu, moi, la semaine passée, que la situation économique du Québec s'était considérablement détériorée. C'est dans le contexte des négociations avec les syndiqués du secteur public. Moi, ça me fait penser à l'augmentation de 30 000 $ des députés, qui pouvaient se défendre quelque part, mais on sait à quel point ça a enlevé de la crédibilité au gouvernement. Mais franchement, là, puis M. Girard nous annonce ça, c'est du pain et des jeux. Hein, c'est comme si le hockey, tout le monde aime. Moi, le hockey, évidemment, je ne connais rien, mais la part des Québécois ont l'air d'aimer ça, puis qu'on a l'impression que. C'est pas tout seul. Donc, encore là, le timing et symbole. Timing et symbole. Paul? Christian, juste pour vous rassurer là, face au plaisir que vous risquez de manquer si vous ratez ces matchs-là, il y a peut-être des joueurs qui vont jouer avant de retourner dans le Reign de l'Ontario, qui est une ville dans le sud de la Californie, qui est le club école des Kings, parce que ce sont 2 matchs préparatoires hors saison, sans conséquence. Et combien est-ce qu'on paye pour ça? M. Girard dit que c'est comparable à ce qu'on offre pour d'autres événements culturels et sportifs. Bien, pas vraiment, parce que, regardez, Festival d'été de Québec, 1 million. Carnaval de Québec, 1 million. Juste pour rire, autour de 1 million. J'arrondis à 100 000 $ près. Et là, c'est 7 fois plus. 7 fois plus pour une équipe de hockey étrangère et millionnaire pour des matchs hors saison pour lesquels on ne sait même pas si on aurait pu les avoir gratuitement. Et donc voilà, ça c'est la priorité. Et je comprends que la somme n'est peut-être pas si grande, mais quand on entendait l'opposition comparer ça aux sommes pour les banques alimentaires du Québec, bien, ils voulaient 20 millions, ils ont eu à peu près 12. Donc, c'est le choix qu'on a fait, le hockey au lieu des banques alimentaires. Je vais vous montrer la FIC qui a sauté là-dessus aujourd'hui avec une caricature. Donc, le gouvernement, quand c'est le temps d'investir en santé, puis là, c'est un truc de slapshot, un film. Bon, bref, évidemment, c'est... que ça soit exagéré ou pas, José, ça donne des munitions aux syndicats actuellement. On est en pleine crise de négo, José. Bien, ça joue dur sur la glace des négos, ça c'est clair, là. C'est évident. Et moi, je trouve que ça participe, parce que sur le fond, j'en ai aucune idée. Je connais rien au hockey, je connais rien. C'est une langue étrangère pour moi. Mais c'est sûr que dans le contexte politique actuel, je trouve que ça participe un peu de cette déconnexion qu'on sent
au sein du gouvernement Legault depuis le début de son deuxième mandat, même si c'était un mandat fort, même si, etc., etc. Comme le disait Christian, il y a eu cette augmentation de 30 du salaire des élus juste avant les négociations avec les employés du secteur public, dans des secteurs névralgiques, entre autres, là, dont la santé et l'éducation. On dirait qu'il y a une déconnexion. Puis c'est pas la grosseur du montant, c'est juste un manque de sensibilité sur les priorités actuelles dans la population, là où les problèmes sociaux ne manquent pas au Québec. Ouais. OK, très bien. Timing, vous dit symbole, Christian. Là, je vous entraîne dans un sujet extrêmement complexe. Paul a fait une chronique avec une calculatrice à côté de lui. José, vous en avez parlé aussi, l'angle de la protection du français. Je reviens à l'annonce. Christian, vous aviez applaudi cette annonce-là. À l'annonce que désormais, les étudiants du reste du Canada vont payer beaucoup plus cher. Je vous montre un tableau. Beaucoup plus cher s'ils viennent étudier dans une université essentiellement anglophone, parce qu'ils ne viennent pas à l'Université de Montréal. Donc, étudiants du ROC, ça passe de 9 000 à 17 000 étudiants étrangers. On monte ça à 20 000 pour tous les étudiants étrangers. Puis on vous donne une idée, c'est à peu près 2 800 pour un étudiant québécois. Alors évidemment, McGill, qui a 22 d'étudiants du reste du Canada, a dit « vous m'étouffez ». Je vais vous faire une contre-proposition. Ils ont fait ça, M. Legault, en privé. Ils ont fait ça un peu en public hier sur notre plateau. Je vous fais entendre le vice-recteur, le vice-chancelier de McGill, suivi du recteur de l'Université de Montréal, puis on vient en parler. Contre-proposition était que nous avons offert les cours de français à tout le monde, dont 40 vont atteindre le niveau 6, c'est-à-dire le niveau intermédiaire de compétences en français. OK. Est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement, là? On attend la réponse, toujours. Vous avez rencontré M. Legault? Oui, on a rencontré M. Legault il y a presque une semaine et il nous a dit qu'il va répondre bientôt et on attend la réponse. Je constate que leur objectif est très ambitieux. Là. Celui que M. Saini vient d'évoquer est très, très ambitieux. Et moi, j'ai dit à la ministre de l'Enseignement supérieur que nous, on lève la main. S'il y a des efforts qu'on peut faire de notre côté pour aider les universités anglophones. Il peut y avoir des échanges. Absolument. Quelques semaines pour mieux apprendre le français. Oui. Il y a une grande expertise à l'Université de Montréal, par exemple, en francisation. Nous, on francise des centaines d'étudiants. Alors, pourquoi pas imaginer une passerelle entre ces étudiants du ROC qui viennent à McGill ou à Concordia ou à Bishop? Ils pourraient aller quelque temps à l'Université de Montréal, apprendre le français mieux. En tout cas, le vice-chancelier dit, nous, on est prêt à amener ça à 40 niveau 6. Est-ce qu'il y a une voie de passage, tour de table, José, pour un règlement où le gouvernement, d'après vous, va aller de l'avant? Bien, évidemment, c'est très complexe. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que là, on voit les deux universités les plus puissantes à Montréal, là, McGill, l'Université de Montréal, essayer de s'entendre, va échanger ses clientèles avec l'autre. Et tout ça, c'est une question d'argent, hein, bon, grosso modo. Il manque quelqu'un à la table, c'est l'UQAM. C'est l'UQAM, c'est tout le réseau des universités du Québec qui crie famine depuis des années. Ce qui me trouble dans la proposition du gouvernement aussi, c'est que au lieu de rétablir une pleine péréquation et d'investir là, beaucoup plus massivement dans le réseau de l'Université du Québec à Montréal et à travers les régions, on se retrouve à déshabiller Paul pour essayer d'habiller Pierre. Donc, et on va habiller Pierre de pas grand-chose, finalement. Oui, de pas grand-chose. En bout de piste. C'est ce que monsieur... Voilà. Okay. Et on a vu la nouvelle aussi que l'Université de Montréal serait intéressée peut-être à ouvrir une partie de son école de médecine à la place du Puy, juste à côté de l'UQAM. Imaginez la compétition. Alors, moi okay. je plaide pour l'UQAM là-dedans et tout le réseau de l'Université du Québec à travers la province. Je vous presse un peu. Paul? Bien, pour la voie de passage, il y a deux aspects à l'annonce CAQIS. Il y avait le financement et la langue.
Pour ce qui est du financement, en effet, la péréquation, ça présume qu'on va obtenir des sommes additionnelles, donc que les étudiants vont continuer de venir, ce qui est une hypothèse incertaine. Et si c'est le cas, les sommes qu'on dégage et qu'on redistribue sont somme toute mineures par rapport à l'ampleur des besoins qui ont déjà été évalués à 1,4 milliard selon Pierre Fortin. Mais je pense que pour l'aspect financier, il y a quand même moyen de s'entendre. Et pour le français, j'ai hâte de voir précisément comment le gouvernement Legault va réagir à ça parce qu'il faut voir exactement les cours de français, la francisation, c'est pour quel type d'étudiants, puis le niveau 6, est-ce que c'est assez aux yeux du gouvernement ou non? Et les aspects très techniques, donc ça, je les comprends de ne pas réagir tout de suite. Mais je m'arrête là. À suivre. Christian, rapidement là-dessus. Désolé. Ouais, c'est complexe. J'ai écouté l'entrevue que vous avez menée avec les deux recteurs 2 fois, attentivement. Et puis, je ne suis pas sûr de comprendre beaucoup. Ce que je constate, c'est que les universités anglophones ont réussi à imposer totalement leur argumentaire avec l'aide de l'Université de Montréal. Il y a 3 éléments qui ressortent. Il faut dissocier les frais de scolarité du français. Il ne faut pas faire de lien entre les deux ou le moins possible. On parle beaucoup de la réputation internationale de Montréal qui est mise à mal. À Hong Kong, tout le monde se préoccupe de ça, d'après ce qu'on nous a dit que Montréal a mauvaise réputation. Et enfin, on nous dit que les universités anglophones sont en péril. C'est l'expression qui a été utilisée. Donc, moi, j'espère que le gouvernement, pour l'essentiel, va tenir son bout. Il peut jouer sur les modalités. En fait, sa proposition n'est pas totale. Mais moi, ce que je constate, et puis, j'ose raison, l'UQAM n'est pas là. L'Université de Montréal est beaucoup là. Une espèce de corporatisme universitaire un peu gênant. L'UQAM est là, mais je vous n'étais pas là hier. Non, elle n'était pas là, oui, mais en tout cas, mais dans le débat, elle n'est pas là. Mais je comprends ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un corporatisme universitaire. M. Jutras, hier, ça m'a mis un peu mal à l'aise de voir à quel point il appuyait le côté anglophone. Il ne faut surtout pas avoir de compétition entre les deux. Il faut s'aimer. Moi, je suis mal à l'aise avec ça. Oui, OK. Peut-être parce qu'il a fallu que je prenne des raccourcis hier aussi avec eux, parce que c'est complexe. Mais bref, OK, ça continue. La pierre continue à rouler. Catherine Dorion, combien il reste de temps? On va en parler. Il reste 1,45. Vous avez tous écrit là-dessus, tous les chroniqueurs au monde. Est-ce que c'est un... pour la suite des choses, pour le Congrès, Paul, José, Christian, rapidement, est-ce que c'est un plus ou un moins pour Québec solidaire, toutes ces sorties, Paul? Je ne vois pas comment ça peut être un atout. Il faut rappeler qu'au Congrès, il y a un vote de confiance pour Gabriel Nadeau-Dubois. Avoir un livre qui est publié, qui l'attaque de façon frontale, c'est pas susceptible de l'aider. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il n'y a pas de véritable opposition. Mais ça va être au minimum une distraction pour Québec solidaire qui va raviver des tensions à l'interne et qui va les empêcher de faire ce qu'ils essaient de faire en ce moment, c'est-à-dire d'attaquer le gouvernement et aussi de braquer les projecteurs sur la course au porte-parole féminin. José. Oui, puis d'autant plus que Gabriel Nadeau-Dubois était quand même déjà fragilisé par le fait que le parti fait du surplace, n'a pas eu le résultat électoral escompté, etc. Donc, je pense que là, avec son livre, Mme Dorion, c'est pas juste une distraction, là, c'est le cuirassé Potemkin là, qui rentre, qui va être là au Congrès. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la crédibilité de Mme Dorion auprès des gens sérieux, en guillemets, est devenue très, très faible. Et moi, je ne suis pas un fan, vous le savez, de Gabriel Nadeau-Dubois, mais il a beaucoup monté dans mon estime depuis quelques jours après tout ce que j'ai lu. Quand tu fais de la politique, il faut que tu sois compétent un peu. Et Mme Dorion a manifesté son incompétence crasse et son arrogance totale là-dedans. Je suis dur, mais je veux être dur. Et vive Gabriel Nadeau-Dubois si on a à choisir entre les deux. Bon, Christian... Il n'en revient pas lui-même. Un mot, José? Oui, mais je pense pas que Paul et moi, on a été particulièrement miséricordieux non plus. Non, chacun a été dur, mais beaucoup d'analyses, des longs textes de réponses. L'autre répond, c'est 14 pages, l'autre répond. Non, mais c'est beau le charriage, okay. C'est beau le charriage, il y a des limites. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.